Pour sa troisième saison, Carrefour Kamouraska met en lumière des employeurs de la région qui font du Kamouraska un employeur de choix. Bienvenue à Carrefour Kamouraska. Au Kamouraska, nous avons la chance de pouvoir compter sur de nombreux organismes qui contribuent à la vie communautaire très active du Kamouraska et qui, par le fait même, dynamisent la région, mais également contribuent à la fidélisation de nos citoyens. Et qui dit organisme communautaire, dit notamment la Corporation de développement communautaire. Et je reçois la coordonnatrice, justement, de la CDC des Grandes Marais, Mme Anaïs Giroux-Bertrand. Bonjour. Bonjour. Ça va bien? Ça va très bien, merci. Anaïs, dites-nous un peu, en tant que coordonnatrice d'un grand territoire, quel est votre rôle? En fait, les corporations de développement communautaire, comme la CDC des Grandes Marais et la CDC du Kamouraska, on est vraiment un regroupement multisectoriel d'organismes communautaires. Donc, ce que ça veut dire, en gros, c'est que au sein de nos regroupements, on regroupe autant les organismes communautaires qui œuvrent au milieu de la famille, au niveau de la sécurité alimentaire, au niveau des femmes, au niveau de la défense collective des droits, pour vraiment mettre en commun, être une voix pour le milieu communautaire, vraiment favoriser que les organismes communautaires puissent être mieux reconnus, puissent être vus et contribuer par le fait même vraiment à la lutte contre la pauvreté sur l'ensemble du territoire, puis de faire valoir auprès des différentes instances l'importance du milieu communautaire dans le développement d'un territoire. Donc, ça fait beaucoup de responsabilités aussi à prendre là, quand on parle de représentation auprès des instances, quand on parle d'être sur le terrain avec les organismes communautaires. Vous êtes là un peu aussi pour recueillir le pouls de ces organismes-là, j'imagine? Tout à fait, pour en avoir par la suite une vision globale, parce qu'il y a différentes dynamiques, peu importe le milieu, que ce soit au niveau des enfants, des familles, des hommes, des aînés, on peut dégager vraiment une vision globale et cohérente et porter la voix des organismes communautaires pour s'assurer que le développement du territoire puisse prendre en compte l'aspect social de son développement. Effectivement. Donc, dans cette vision globale-là des différents territoires, on parle beaucoup d'enjeux de rareté de main-d'œuvre. Oui. J'imagine que ça touche également les organismes communautaires. Hein? Ça touche malheureusement également le milieu communautaire, là, oui. Et puis, dans quel secteur? Est-ce qu'on retrouve ça au niveau de la coordination, au niveau du travail terrain ou tout secteur confondu? En fait, dans les 2 dernières années, on a réalisé une étude d'impact socio-économique des organismes communautaires pour vraiment avoir un portrait autant de l'impact de la part sociale, celui qu'on connaissait peut-être davantage, mais aussi l'impact économique. Puis on est allé chercher différentes statistiques, puis on a pu dénombrer au sein des organismes plus d'une 30aine de possibilités d'emploi. Donc, souvent, on fait référence seulement aux personnes qui sont à la coordination ou des intervenants, mais c'est beaucoup plus varié que ça, hein, quand on pense que c'est 30 types d'emplois différents. Fait que c'est autant des personnes, effectivement, à la coordination d'organismes, au niveau de l'éducation spécialisée, mais on peut aussi être cuisinier dans un organisme communautaire, être surveillant de nuit, œuvrer au niveau de la toxicomanie, de l'intervention sociale, psychosociale. Fait qu'il y a différents types d'emplois. Présentement, les emplois, je dirais, les types d'emplois sont vraiment variés de ce qu'on voit en termes de besoins, mais tout ce qui est intervenant, c'est sûr qu'il y en a, il y a de la demande. Et puis, est-ce que c'est quelque chose qu'on a vu venir un peu au niveau des intervenants, qu'il allait avoir une espèce de rareté ou on ne le savait pas, on ne s'y attendait pas? Je pense que on le sentait venir, comme partout, je pense dans tous les milieux. Là, le milieu communautaire, dans le fond, n'est pas à part. On parle de la rareté de main-d'œuvre dans plusieurs secteurs présentement, pas juste au Bas-Saint-Laurent, de manière plus générale, là, au Québec. Ce que l'étude démontrait aussi, notre dernière étude, c'est que les personnes demeurent quand même longtemps dans les organismes communautaires. Fait que dans les dernières années, on a vu beaucoup de départs à la retraite. Fait que c'est là que peut-être que ça a entraîné un plus grand roulement ou de plus grands besoins. Là. Mais ce qui n'est pas nécessairement une mauvaise chose non plus de rester au sein d'une même organisation communautaire.
Oui, puisque ça démontre aussi, c'est tous les avantages de pouvoir travailler dans le milieu communautaire. Puis c'est là-dessus un petit peu que j'ai le goût de vous amener, tous les avantages. Puis c'est malheureusement un domaine d'études, pas un domaine d'études parce qu'on peut vraiment être issu de plusieurs domaines d'études pour venir travailler dans le milieu communautaire. Il y a plusieurs profils qui sont qui peuvent amener au milieu communautaire, mais ce qui arrive, c'est que c'est souvent des milieux de travail qui sont peu connus quand on sort des études. Fait qu'un des travails que moi, je me donne en tant que CDC, c'est vraiment de faire valoir l'importance du travail dans le milieu communautaire, la variété des postes, tous les avantages qu'on peut avoir, qu'on peut bénéficier en travaillant dans le milieu communautaire, mais juste de faire connaître aux jeunes à la relève que ça existe. Justement, quels sont ces avantages de travailler dans le milieu communautaire? Un des avantages, il y a plusieurs avantages là, qui peuvent être nommés, mais en premier, on peut parler vraiment d'emplois qui sont diversifiés. Quand je dis qu'il y a une trentaine de possibilités d'emploi, c'est vraiment 30 types d'emplois différents, mais même quand on occupe un seul poste au sein d'une organisation, c'est des tâches qui sont variées. Hein? C'est pas du routinier, c'est des emplois qui peuvent amener, on est en relation d'aide, on vient soutenir la population, on est en défense collective des droits, fait que ça l'amène vraiment, c'est très, très loin de la routine, c'est très dynamique, c'est très valorisant aussi. Tu sais, si je dis juste une expression de job de valeur, c'est ça. Tu sais, on fait une réelle différence autant au quotidien pour des personnes, mais aussi pour la collectivité. Exactement. Donc, ceux qui désirent avoir un impact vraiment social auprès des gens, c'est vraiment un domaine vraiment où, au niveau de l'organisation communautaire, c'est vraiment un emploi plus dirigé, là. Ah, tout à fait, tout à fait, tout à fait. Puis si je pense organisme communautaire, bien, ça répond à des besoins de base. Quotidiennement, on répond à des besoins. Puis si on regarde juste dans notre rétroviseur un petit peu le côté historique, bien, c'est le milieu communautaire qui, par différentes luttes, a amené le réseau des CPE, l'aide juridique. Fait que, on fait vraiment une différence parce qu'on fait de la transformation sociale en plus d'aider quotidiennement des gens. Fait que c'est vraiment des jobs qui sont proches de valeurs fondamentales, là, de solidarité puis d'entraide. Donc, justement, quel type de qualité ça prendrait à quelqu'un qui veut justement travailler dans le monde communautaire? J'imagine qu'il faut que ça rejoigne les valeurs, là, les valeurs du communautaire en général. Ah, bien, c'est certain, là. Quelqu'un qui aime travailler en équipe, qui aime toute la relation d'aide, quelqu'un qui a envie d'une plus grande justice sociale, bien, ce sont des qualités clairement importantes pour pouvoir œuvrer dans le milieu communautaire. Puis si je parle en termes d'avantages de travailler dans le communautaire, il y a une étude qui vient tout juste de sortir de la semaine passée, fait que c'est des données assez fraîches, tous les avantages sociaux de travailler dans le milieu communautaire au-delà du type de tâche qui est vraiment intéressant. Des avantages un peu indirects, là. Oui, d'avantages sociaux quand on parle d'assurance collective, de contribution au niveau d'un régime de retraite. Mais aussi, un des avantages, c'est qu'il y a une grande flexibilité au niveau de l'horaire. Et l'étude qui a été menée de concert avec le comité sectoriel en emploi au niveau de l'économie sociale et du milieu communautaire et de la CETROC, l'étude qui est sortie là, la semaine dernière, démontre que 44 des organismes communautaires qui offrent des mesures de conciliation travail-famille, ce qui est franchement intéressant là, pour une jeune relève qui a des enfants. Là. Oui, effectivement, dans le milieu communautaire, on est souvent appelé à travailler parfois dans des horaires un peu atypiques. Et là, je vais vous amener, c'est avec tout ce qui est aspect bénévole. Dans le fond, on a beaucoup besoin de bénévoles, notamment dans le communautaire. Donc, est-ce que c'est une réalité aussi? On a besoin de plus en plus de bénévoles dans le milieu communautaire, justement, pour venir aider aussi parfois les coordonnateurs, coordonnatrices aussi à faire le travail. Bien, l'apport bénévole est vraiment important dans les organismes communautaires. Puis quelque chose que je peux signaler, c'est qu'il y a eu beaucoup une professionnalisation aussi au niveau des emplois. Il y a de plus en plus de personnes qui ont vraiment des formations, des bacs, qui travaillent dans le milieu communautaire. Mais parallèlement à ça, l'étude qu'on a menée là, en 2017 à la CDC des Grandes Marais démontrait que 65 des organisations ne pouvaient pas remplir adéquatement leur mission sans l'apport de bénévoles. Ça fait que c'est vraiment important. Oui, vraiment. Puis je vois l'importance de l'implication citoyenne de deux manières au niveau des organismes communautaires. D'une première vision, vraiment l'importance pour l'organisme pour pouvoir déployer adéquatement sa mission, que ce soit l'implication au sein d'un conseil d'administration pour pouvoir servir un repas, pour pouvoir animer une activité auprès des jeunes, peu importe le type d'implication que ça demande. Mais aussi, c'est vraiment un milieu fort intéressant et riche pour l'implication, pour la socialisation, pour briser l'isolement,
pour un milieu d'insertion ou de développement de compétences. Fait que c'est vraiment dans ces deux aspects-là que ça peut être intéressant. Et est-ce que des actions qui sont menées justement pour aller chercher certains bénévoles également, pour venir les inciter à se joindre à des organismes communautaires? C'est sûr que plusieurs organismes, si je pense au Centre d'action bénévole qui œuvrent, pour favoriser l'action bénévole dans les différents territoires, les organismes vont faire des actions plus individuelles, mais là, oui, effectivement, il y en a là, pour mieux faire connaître. Mais je pense, de la minute qu'on fait davantage connaître les organismes communautaires, leurs retombées positives, leur rayonnement, c'est plus facile d'aller chercher autant des personnes salariées que des bénévoles. Puis de démontrer l'impact direct que ça a. C'est de l'action concrète qu'on peut venir faire pour faire une réelle différence. Justement, question de faire une réelle différence, est-ce que vous pensez que la concertation dans les milieux est vraiment quelque chose de gagnant, justement, au niveau du travail avec les organismes communautaires pour faire améliorer peut-être le milieu de vie des citoyens? C'est sûr que la concertation et la présence d'organismes communautaires est incontournable si on veut améliorer le tissu social, si on veut penser que si on veut attirer de nouvelles familles, on parle beaucoup d'immigration, on parle beaucoup d'aller recruter du monde pour faire augmenter notre population. C'est important qu'on pense et qu'on réfléchisse comme il faut au tissu social de notre territoire, parce qu'on ne peut pas penser vouloir attirer de nouvelles familles si on pense juste à la job qu'on va pouvoir lui offrir, si on ne pense pas à l'école, au service de garde, à la qualité de vie, à la qualité de son environnement. Fait que je pense que les organismes communautaires jouent un rôle clairement important dans le tissu social de nos milieux. Et qu'est-ce qui existe présentement pour promouvoir ces organismes communautaires-là? C'est sûr qu'à travers la CDC, on fait de la promotion de manière globale, pas juste d'un secteur d'activité, mais moi, dans mon mandat d'organisme, j'en fais la promotion, que ce soit au niveau des médias, écrits. J'essaie beaucoup d'aller dans les écoles aussi pour faire connaître davantage les possibilités quand on parle d'emploi. Il y a une panoplie d'actions qui sont en cours présentement. Là-dessus, Mme Anaïs Giroux-Bertrand, on aurait pu continuer là-dessus encore plusieurs minutes. Oui! On va vous réinviter. Je vous remercie beaucoup de votre temps ici aujourd'hui. Merci à vous. Nous recevons maintenant Mme Julie Théberge, directrice générale de la Maison de la famille du Kamouraska. Bonjour, Mme Théberge. Bonjour. Vous allez bien? Oui, très bien. Madame Théberge, vous travaillez dans le milieu du communautaire depuis plusieurs années, peut-être durant les 15-20 dernières années. Qu'est-ce que vous diriez qui a le plus changé au niveau des organismes communautaires dans les dernières années? Ça fait plus de... J'ai commencé à travailler à Tandem Jeunesse il y a 19 ans. D'abord comme intervenante pendant plusieurs années auprès des jeunes en difficulté pour finalement me rendre à un poste de coordonnatrice à l'intervention. Donc, j'ai touché un peu à tous les volets. Je te dirais que j'ai l'impression que ce qui a le plus changé, c'est peut-être la crédibilité que les organismes communautaires ont auprès de la population, auprès des autres organismes.
Sinon, j'ai l'impression qu'on est à peu près le même nombre, la grande force des organismes communautaires, c'est d'être ancré dans les besoins de la communauté. Donc, on s'est sûrement adapté un peu avec la société qui a évolué au travers de ça. Ouais. Il y a plusieurs choses, dans le fond, de s'être adapté, mais également aussi de faire beaucoup avec peu. Est-ce que c'est aussi un enjeu, tout ce qui est subvention, budget aussi, au niveau des organismes communautaires? C'est un enjeu, ça, c'est sûr que c'est un volet qui n'a pas changé. C'est un enjeu qui est là depuis les tout débuts. Les financements pour les organismes communautaires ont toujours été assez faibles et ils ont très peu augmenté. Ils ne sont pas tous indexés, donc ils n'augmentent pas avec le coût de la vie. Fait qu'il faut vraiment être très créatif et faire beaucoup avec peu. On y arrive bien. Oui, effectivement. Vous parliez de l'intervention intervenante versus un poste de coordination. Qu'est-ce qu'on apprend au fil du temps là, quand on vient le temps de passer vers la coordination d'un organisme, par exemple? Quelle est la différence entre l'intervenant de terrain et la coordonnatrice? L'intervenant terrain a une vision plus terrain, plus spécifique, je dirais, parce qu'on voit vraiment la personne avec sa problématique, puis on essaie de gravir autour. Au fur et à mesure qu'on monte dans les échelons, on prend une vision de plus en plus globale de la situation. Puis là, il faut composer avec les budgets, avec la concertation, avec toute la société qui gravite autour. Donc, moi, je dirais que le champ de vision s'élargit là, avec les différents postes. Donc, quels sont les avantages, justement, de voir ça de façon plus élargie? Est-ce qu'on est plus à l'écoute de ce qu'il y a sur le terrain? Est-ce qu'on comprend plus les réalités? L'information me vient plus des intervenants maintenant que de la population, là, étant moins en contact direct. Je te dirais que quand j'étais intervenante, là, j'étais vraiment sur le terrain avec l'information directe. Puis je ramenais l'information à ma directrice, puis maintenant, c'est un peu un autre angle. Et quand on travaille dans le milieu du communautaire, évidemment, on a l'impression souvent de faire une différence. Est-ce que c'est toujours le cas, justement, quand on passe d'intervenante à coordonnatrice ou à directrice? Est-ce qu'on a l'impression aussi de faire tout de même la différence? Ah oui, vraiment. C'est vraiment ce qui est la paix du cœur. Moi, je trouve, là, le fait qu'on reste là, c'est de voir à quel point on peut vraiment faire une différence dans la communauté parce qu'on développe nos services vraiment selon les besoins de la communauté qui émerge. C'est le fun de voir les résultats, les retombées assez rapidement. Là. C'est pas long de développer quelque chose. Nous, on est des petites équipes. Donc, dès qu'il y a un besoin qui émerge, on est capable de rapidement se revirer de bord, de mettre quelque chose en place, puis de voir les gens l'apprécier ou pas et de voir les retombées que ça donne. Bien, en parlant justement de projets qui émergent, vous en avez un beau qui a justement émergé dans les derniers jours à la Maison de la famille du Kamouraska. La salle de jeu Le Chat Perché, parlez-nous de ce projet, justement. Moi, c'est vraiment un exemple direct parce que c'est vraiment un besoin qu'on a entendu dans la communauté, les familles qui trouvaient qu'il n'y avait pas beaucoup d'espace pour avoir un lieu de rencontre, un lieu de venir s'amuser avec les enfants les week-ends. On a décidé de le mettre en place. C'est une salle de jeu qui va être ouverte les fins de semaine, la semaine, où le parent est amené à venir jouer avec son enfant. On a visé une salle de jeu qui est faite beaucoup plus sur le mode du jeu libre, donc qui laisse beaucoup de place à l'imagination, à la créativité, parce qu'on s'est aussi référé aux recherches scientifiques qui nous disent que c'est de plus en plus important. Donc, en entendant parler d'un besoin de la communauté, en faisant nos recherches, on a créé quelque chose de super adapté aux besoins. Puis la communauté nous l'a bien démontré en embarquant dans la campagne de financement, puis en étant très actifs aussi sur nos médias sociaux, puis quand on les rencontre. Là. Justement, le point que je voulais apporter, justement, c'était au niveau de la mobilisation citoyenne. Est-ce que vous considérez qu'à la Maison de la famille du Kamouraska, vous êtes chanceux, justement, d'avoir cette mobilisation derrière vous? Oui, on le sent vraiment beaucoup. On sent que les parents ne sont pas gênés de nous donner leur avis, ne sont pas gênés de nommer leurs besoins. Puis il y a quand même beaucoup de familles qui gravitent autour de nous puis qui interagissent avec nous, soit en contact direct ou soit en contact via les médias sociaux qui ne sont pas négligeables aujourd'hui. Mais c'est vraiment un privilège de sentir qu'on est là pour eux, par eux, avec eux.
puis de voir que la réponse à leurs besoins semble bonne parce qu'ils continuent de nous suivre, puis ça augmente au fil du temps. Et la Maison de la famille, c'est une équipe de combien de personnes? On est 10 employés à la Maison de la famille. On a beaucoup de projets, certains très spécifiques qui visent des enfants qui ont une difficulté au niveau du développement, par exemple. On a un programme de relevailles, on a une halte garderie. De relevailles? Oui, de relevailles. C'est une intervenante qui se rend dans les familles où l'enfant vient de naître. Ça reproduit un peu les relevailles dans le temps de nos grands-mères que la femme allait à la maison prendre soin de la nouvelle maman pendant quelques semaines. Nous, on fait ça. Il y a une intervenante qui se rend à domicile pendant 8 à 12 semaines, là, vraiment pour faire le ménage, faire à manger pendant que la maman s'occupe de son enfant. Ou bien, des fois, prendre soin de l'enfant pendant que la maman se repose et fait une sieste. Est-ce que c'est un service payant? Non, la majorité de nos services sont gratuits ou à faible coût. Là. Puis c'est en collaboration avec le CI3S? Oui, okay. Ce service-là est par référence du CI3S uniquement. C'est pour ça qu'on en parle moins, parce que les références, on les prend absolument des intervenantes en périnatalité du CIS, oui. Et outre cela, d'autres projets comme le projet PER, par exemple? Le projet PER, qui fonctionne très bien aussi. Qui vise à valoriser la paternité, mais par toutes sortes de moyens. Valoriser la paternité, ça peut faire un peu peur, là, mais via des activités, via des cafés-causeries, toutes sortes de choses. Est-ce que c'était un besoin qui a été relevé justement des citoyens, ça? Parce qu'il y a 15 ans, peut-être qu'on n'en aurait pas eu de ce projet-là, par exemple, mais aujourd'hui, on sait combien il est vivant et combien il est important. Oui, c'est un projet c'est un besoin qu'on entendait parler parce que la société évolue, l'égalité homme-femme la femme est de plus en plus au travail, mais l'égalité au niveau du couple, au niveau de la famille, prenait du temps, elle, à avancer. Donc, on en entendait parler beaucoup. Puis il y a eu une opportunité de mettre ça en place là, qui s'est présentée. Est-ce que vous savez si c'est un projet unique au Kamouraska, ce projet-là, projet PER? Il fait des petits. Il y en a de plus en plus qui émergent, mais on a été quand même ça a été un projet novateur là, parce qu'on va souvent faire des représentations à Montréal, à Québec, pour parler de notre projet qui est très avant-gardiste. Là. C'est intéressant. Donc, Mme Thébert, je vous parlais du projet de la salle de jeu dans lequel il y a aussi une intervenante qui va être sur place aussi la semaine. Vous parlez du projet PER également. Donc, qu'est-ce que vous diriez que ça prend comme qualité pour travailler à la maison de la famille? Ça prend certainement du travail. Il faut être capable de travailler en équipe. Il faut être autonome, il faut être capable de travailler sans avoir toujours des balises claires, avoir le goût de gérer cette autonomie-là. Il faut avoir de l'initiative, il faut être débrouillard, il faut être très polyvalent parce qu'avec nos petites équipes, nos petits moyens, il faut être en mesure de faire la tâche en son entier, la partir de zéro, puis l'amener jusqu'à terme. Il faut être respectueux, non jugeant. Puis c'est ça, il faut être prêt à accueillir tout le monde et les écouter pour de vrai. Donc, une grande ouverture. Oui. Et en terminant, Mme Thébert, j'aimerais savoir un peu quels projets s'en viennent pour la Maison de la famille. On sait que la salle de jeu, c'était un gros projet, mais tout à l'heure, vous nous avez mentionné une petite équipe. On a beaucoup de projets, donc je vous lance la question. Est-ce qu'il y a d'autres projets sur la table aussi? Écoutez, notre mission, c'est de favoriser au bien-être des familles. Quelle belle mission! Porteuse de plein d'actions, plein de possibilités. On est toujours ouvert aux idées des gens qui émergent. C'est sûr qu'on a des idées pour amener la salle de jeu à une autre étape. On a encore des idées pour ajouter des structures, ajouter des services, des idées d'ateliers qui germent dans nos têtes. Là. Il y a plein de choses, mais rien d'assez concret pour que je puisse t'en parler Pas de problème. Comme vous disiez en début d'entrevue, bien, vous êtes créatif. Donc, on n'a aucun doute qu'il y a quelque chose qui va émerger dans les prochains mois. Merci beaucoup. Merci, Annie. De notre côté, on se retrouve la semaine prochaine. Et comment ça se passe pour l'accueil et l'intégration de ces personnes? Ça se passe super bien. Ah oui, mais là, j'ai tendance à vous croire, par exemple. C'est beaucoup de travail, ouais. On ne se le cachera pas. On a beaucoup appris aussi également de tout ce processus-là.
Le processus d'immigration en soi, ça semble très complexe, ça l'est, mais quand on commence à bien l'assimiler, ça se fait assez bien. Ce qui est long et frustrant, bien pour beaucoup d'autres entreprises, c'est les délais de traitement, notamment au niveau de l'immigration, qui sont très, très, très prolongés, qui sont très longs. Et puis, pendant tous ces délais-là, bien, on veut également maintenir le lien qu'on a avec les candidats qu'on a recrutés. Fait qu'eux peuvent changer d'idée en 6 mois, là. Ça, c'est un défi. L'intégration, c'est un défi, c'est beaucoup de travail. C'est vraiment beaucoup de travail. Jusqu'à s'improviser comme concierge dans un immeuble, puis nettoyer une baignoire aux comètes avec on se relève les manches. Ça fait partie de nos autres tâches connexes aux ressources humaines, comme on dit. Mais oui, j'ai eu à le faire. J'ai dû nettoyer un appartement pour bien accueillir quelqu'un qui vient d'un autre pays. Parce qu'aussi, on a une image corporative à bien dégager à ce niveau-là. Parce qu'on dit on veut que les gens soient bien traités, comme nous, on aimerait ça être bien traités si on va dans un autre pays. Là. Et au niveau du milieu, donc au niveau de la ville d'accueil, est-ce que vous êtes tourné aussi vers la municipalité pour avoir une aide quelconque? Oui, quand même. Il y en a eu de l'aide au niveau des organismes communautaires, entre autres. Une dame qui nous a aidés beaucoup dans l'intégration pour... Écoutez, tout Kamouraska est très solidaire, donc il y a une dame qui nous a aidés, qui a aidé justement les nouveaux travailleurs tunisiens, mexicains à bien s'intégrer dans la communauté. Fait que là-dessus, ça nous aide beaucoup dans notre travail, en tout cas aux ressources humaines, je peux vous dire. Et outre le recrutement à l'international, est-ce qu'il y a des actions qui sont faites au Québec aussi pour recruter? Oui, tout à fait. Écoutez, là, il faut vraiment s'expansionner le plus loin possible, si on veut, parce que localement parlant, recruter, c'est un défi qui est vraiment majeur. C'est bizarre à dire, mais plus qu'on va loin, mieux on a du succès de recrutement. Pas plus tard qu'il y a quelques semaines, nous sommes allés au Salon des régions à Montréal, le 6 février dernier, je ne me trompe pas. Et puis, bien, je représentais Amisco, je représentais le groupe Gibault aussi en même temps. Puis, on a découvert, à notre grande joie, un momentum, carrément. Il y a vraiment une exode des grandes villes pour aller vers les régions, entre autres. Il y avait un intérêt, justement, pour aller vers les régions, entre autres Kamouraska, puis la région de Montmagny-Lilleux. Bien, tant mieux. Dans ce moment-là, c'est une excellente nouvelle. Oui. Et puis, vous êtes dans les ressources humaines depuis à peu près 2004. Dites-nous, qu'est-ce qui a changé le plus avec le temps dans la gestion des ressources humaines, par exemple? Oui, juste pour préciser que je ne suis pas pour Amisco depuis 2004, mais bon, dans le domaine, dans le domaine des ressources humaines, comme directeur des ressources humaines. Ce qui a changé beaucoup, vous savez, je dis souvent qu'à l'époque, on ne peut pas vraiment revenir vraiment trop en arrière, mais on avait, nous, comme recruteurs, le choix, si on veut. On avait le choix, l'embarras du choix, d'aller trouver les gens les plus compétents. On pouvait sélectionner à plus grand volume, si on veut. Là, le volume n'est plus là. OK? Maintenant, je vous dirais que le pouvoir était au recrutement, il ne faut pas appeler ça comme ça, mais maintenant, c'est les candidats qui ont le pouvoir. Les candidats peuvent magasiner